Cette semaine, équipe de choc. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors cette semaine, j'ai été invité par Cassandre et Mathieu sur le podcast Équipe de choc. Équipe de choc, c'est un podcast dédié à l'innovation managériale et à ses applications concrètes. D'ailleurs, Cassandre et Mathieu ont fait un tour du monde du management et ils sont à votre disposition pour organiser des conférences dans vos entreprises pour partager leurs découvertes. Bref, ça a été une rencontre sympa avec deux jeunes passionnés de management. Ça a été aussi pour nous l'occasion de revisiter les basiques du management. Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Équipe de choc. Aujourd'hui, je suis toujours avec Cassandre. Salut Cassandre. Bonjour à tous. Et sur le podcast cette semaine, on reçoit Cédric Watine, que vous connaissez d'ailleurs peut-être. Bonjour Cédric. Bonjour, vous allez bien ? Oui, super. Et toi ? Ravi d'être là avec toi. Bah pareil, très content aussi. Ça fait plaisir. Beaucoup de dynamisme dans la voix. C'est super. Ouais. Alors Cédric est un grand podcasteur. Alors on est ravis de le rencontrer aujourd'hui. C'est aussi un expert du management qui va nous en apprendre beaucoup sur certainement ses outils. Vous allez découvrir ça plus tard dans le podcast. Mais on va commencer tout de suite avec nos deux petites questions d'introduction habituelles. Cédric, qui es-tu ? Je m'appelle Cédric Watine, j'ai 53 ans. Je suis avant tout chef d'entreprise. J'ai commencé à être entrepreneur à l'âge de un petit peu avant 30 ans. Et j'ai commencé par reprendre des entreprises. Et au bout de quelques années, je me suis rendu compte que j'étais pas très... Enfin, j'avais un point faible qui était le management. Je me rendais compte que tout ce qui était... J'avais fait une école de commerce, peut-être comme vous deux. Et c'est ça, exactement. J'étais plutôt à l'aise en stratégie. J'avais une expérience dans un grand groupe. Et donc, quand j'ai commencé à reprendre des PME, j'étais plutôt sûr de moi en termes de stratégie, discussion avec les banques, analyse de marché, etc. Mais je voyais bien que quelque chose n'allait pas. C'est-à-dire que j'avais des écarts assez considérable entre ce que je voulais que mes équipes fassent et puis ce qu'elles faisaient réellement. Et donc, j'ai mis un petit peu de temps à me rendre compte que ce qui clochait, c'était mon management en général, puisqu'en fait, j'avais pas de manière particulière de manager. Je pensais que pour que mon entreprise fonctionne, il suffisait que j'ai raison. Et je pensais, c'est-à-dire raison par rapport au marché, raison par rapport à la stratégie, mais aussi raison par rapport à mes équipes, etc. Donc j'ai décidé de m'améliorer sur cet aspect et j'ai commencé en fait à écouter des podcasts. C'était assez neuf à l'époque et je suis tombé sur un podcast américain qui s'appelle Manager Tools, qui existe toujours, qui est un des podcasts ou le podcast sur le management le plus écouté aux USA. Et j'ai commencé à écouter ce truc-là, à mettre en application un ou deux outils et j'ai vu que tout de suite, ça changeait énormément les choses, à la fois au niveau des résultats de mes entreprises, ce qui était mon but initial, mais aussi au niveau de l'adéquation entre cette volonté de performer, mais aussi d'avoir une relation agréable avec mes équipes, une ambiance de travail sympa, c'est-à-dire dynamique et relaxée en même temps. Et donc, voilà, j'ai été assez convaincu par la méthode. Je dirais même très convaincu par les résultats en particulier. Je suis curieuse de savoir quel outil, qu'est-ce qui a tout changé comme ça ? Le 1 à 1. Alors à l'époque, c'était ou le one-on-one ou le one-to-one, ça dépend des... Mais cet entretien individuel qu'on a avec chacun de nos collaborateurs, en tout cas ceux qu'on a en direct, toutes les semaines pendant une demi-heure, ça a été vraiment la première chose qui a tout changé pour moi en termes ça a été un déclic. À la fois de relations et à la fois de résultats. Et puis, à partir de cet outil-là, j'ai mis en place d'autres outils qui sont venus se greffer sur celui-là, c'est-à-dire le feedback, le coaching, la délégation, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais toujours est-il que voilà, j'ai été super convaincu par la méthode. Donc, j'ai contacté les Américains, je suis allé à une de leurs conférences, et puis à la fin, je leur ai dit, mais nous, il nous faut absolument un manager tools français. Parce que, voilà, moi, ça m'a tellement apporté que j'ai envie que ça puisse bénéficier à d'autres
chef d'entreprise. Moi, je pensais plutôt au chef d'entreprise dans un premier temps. Et donc, ils m'ont dit, bah, vas-y, démarre un podcast. On te donne l'autorisation de le faire. Et donc, en 2009, j'ai démarré le podcast Outils du Manager, qui est encore aujourd'hui. Oh là là, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. C'est dingue, ça fait plus de 10 ans. C'est ça. C'est incroyable. Quand nous, ça fait même pas un. C'est ça. On a commencé à faire ça avec avec des moyens très restreints, surtout qu'à l'époque, en plus, au niveau techno, il y avait quand même pas grand-chose. Et en fait, ça a remporté un très très grand succès, ce qui nous a. Parce qu'il y avait un besoin énorme, ouais. Ouais, ça nous a étonnés. Et puis après, on s'est dit, bah non, en fait, c'est le même besoin que nous on a eu à un moment. Bien C'est sûr. ça. Et donc voilà, donc qui je suis aujourd'hui, bah je suis chef d'entreprise toujours, et dans lesquels je passe à peu près une journée par semaine, une journée et demie par semaine, D'accord. selon les nécessités. Sinon, je n'y suis pas. Et puis, j'ai une autre entreprise sur laquelle je passe plus de temps et que je développe. C'est l'entreprise qui héberge Outils du Manager, le podcast. Et donc on propose des formations en ligne sur le management, très concrètes, très pragmatiques. Et puis, on a aussi démarré une autre activité plus orientée sur les entrepreneurs. Bah écoute, présentation très complète. On a une On belle plein de vue. choses. Ouais, on apprend plein de choses sur ton parcours. Notre deuxième petite question qu'on aime bien poser, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, Cédric? Bon, très clairement, le management, et je dirais le manager en particulier. Je trouve que c'est une profession, parce qu'être manager, pour moi, c'est vraiment un métier à part, qu'on combine avec d'autres métiers, évidemment, dans l'entreprise, mais c'est vraiment quelque chose, un métier à part entière. Vraiment, pour moi, le manager, c'est le héros de l'entreprise, et que, malheureusement, alors c'est peut-être un peu culturel, enfin, c'est un mélange, et malheureusement, il n'y a pas du tout la place qu'il devrait avoir. On le compare souvent à un petit chef, on l'accuse souvent d'être un pervers narcissique. On fait beaucoup d'humour sur le fait que le manager ne sert pas à grand-chose, alors que pour moi, c'est le point central de l'entreprise. Donc c'est vraiment ça qui me fait vibrer, c'est réhabiliter le manager. Alors après, il faut qu'il mérite d'être réhabilité, hein. Et donc voilà, moi ce qui me fait vibrer, c'est de faire des managers des héros, à la fois en communiquant sur les énormes bénéfices que peut avoir une entreprise à avoir des managers que j'appelle moi des managers essentiels, et aussi en disant aux managers, il faut que vous soyez des héros, il faut que vous méritiez ce type, et donc en leur fournissant des outils pour qu'ils puissent le devenir. Mais je pense que tu soulèves un point hyper important, et c'est vrai que, comme tu le disais, on n'apprend pas forcément à manager dans les écoles de commerce. Enfin, il y a beaucoup de compétences qu'on acquiert et de connaissances, mais le management, pas vraiment. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on a souvent ce regard de petit chef, un peu critique sur le manager? C'est parce que on est face à des gens qui n'ont pas été formés pour ça, qui le deviennent un peu parce qu'ils ont été bons et compétents dans une première profession, et du coup, on se dit que ils vont monter d'un grade et ils vont aider d'autres à devenir aussi compétents et à monter. Et c'est comme ça qu'ils montent en fait les grades. Mais finalement, on n'apprend jamais à être manager. Et ce que je comprends, c'est l'outil du manager, ton entreprise à travers le podcast, les formations, et puis aussi la formation plutôt entrepreneur, c'est motivé par l'idée qu'il faut apprendre à être manager, que ça s'invente pas. Il y a vraiment des choses intéressantes dans ce que tu dis. La première, c'est que quand on est mal considéré et mal formé, on peut pas être bon. En général, quand j'ai une conversation informelle avec quelqu'un sur le management, la première chose qu'on me dit, c'est on m'explique à quel point notre boss est mauvais, à quel point notre manager est mauvais. En général, c'est ça qui fait discuter les gens. Moi, je réponds toujours, et toi, en tant que manager, comment tu te considères? Parce que ma croyance fondamentale, c'est qu'on se change soi-même. C'est très difficile de changer les autres, il vaut mieux démarrer par se changer soi-même. Et je dis que quand on dit qu'un manager est un pervers narcissique, puisque c'est vraiment un mot qui revient, t'appeler manager ou chef, vous allez assez vite tomber sur le mot-clé pervers narcissique. C'est dingue, c'est choquant d'entendre ça quand même. Voilà, et c'est une généralisation qui est embêtante quand même, parce que moi j'en ai jamais rencontré pour l'instant. Je sais que ça existe,
mais j'en ai jamais rencontré au sens pathologique du terme. Par contre, ce qui existe, c'est des managers déçus qui sont devenus cyniques, c'est-à-dire qui sont devenus des gens désabusés, démotivés, très angoissés, souvent au bord du burn-out, parce que voilà, globalement, ils sont pas appréciés, et on n'a peut-être pas tout à fait tort, parce que s'ils sont pas bien formés, ils sont peut-être pas très bons non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la personne elle-même, effectivement, si j'arrive dans un groupe et que je me sens mal considéré et qu'en plus je ne sais pas ce que je dois faire concrètement, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais demain, très concrètement, pas la théorie, il faut être un leader, machin, non, ce que je fais concrètement, la première chose que je fais quand je rencontre mon équipe, etc., je vais être mauvais. Et à force d'être mauvais, je vais peut-être même devenir, excusez-moi, un peu con aussi. C'est-à-dire que je vais me défendre, et puis ça tombe bien, parce que l'entreprise m'a donné du pouvoir hiérarchique. Et en me donnant ce pouvoir hiérarchique, elle m'a fait croire que c'était à travers ce pouvoir hiérarchique que j'allais pouvoir gérer mon équipe. Or, la première chose que j'apprends à un manager, c'est que le pouvoir hiérarchique, c'est un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que c'est surtout la forme de pouvoir qu'il ne faut pas utiliser. Parce qu'en fait, le fait de l'utiliser, ça vous décrédibilise. Ça envoie le message que vous n'êtes capable de passer que par l'autorité. Or, l'autorité, pour moi, c'est la dernière forme de pouvoir qu'il faut utiliser quand on est manager, parce que c'est celle qui rend nos collaborateurs stupides. En général, si on a besoin de donner des ordres, si on a besoin en permanence de dire c'est moi le chef, etc., c'est qu'il y a un problème, on n'utilise pas la bonne forme de pouvoir. Évidemment, elle est utile. Évidemment, dans certaines circonstances, il faut être capable de l'utiliser, mais c'est un peu comme la menace nucléaire. Elle existe, mais on l'utilise jamais. C'est de la dissuasion. Et la deuxième chose que tu as dite qui est vraiment intéressante, et c'est tout à fait juste, c'est qu'en général, arrivent à un poste de manager des experts ou les meilleurs de leur équipe. En résumé, le mode de promotion qui mène au titre de manager, c'est je suis le meilleur vendeur, donc je deviens le chef des vendeurs. Je suis le meilleur comptable, donc je deviens le chef des comptables, etc. etc. Et tout le monde trouve ça normal. On se dit, c'est normal, c'est lui qui sait, donc c'est lui qui doit être chef. Ça, c'est la deuxième forme de pouvoir dans l'entreprise. La première, c'est la hiérarchie, et la deuxième, c'est la compétence, l'autorité. On appelle ça l'autorité de compétence. Et ce truc-là, par contre, il est assez reconnu en France. On dit, ouais, c'est normal, il sait mieux que tous les autres, donc c'est normal qu'il soit le chef. Mais là, derrière, il y a un gros problème. C'est le deuxième piège, c'est que si tu comptes sur ton autorité de compétence pour manager, ça va pas marcher. La première raison que tu l'as donnée, c'est que c'est pas le même métier. D'être expert et d'être manager, c'est pas le même métier. La deuxième chose, c'est que si tu continues à t'appuyer sur ton expertise pour justifier ton poste de manager, ça veut dire que tu peux pas accepter que dans ton équipe, quelqu'un soit meilleur que toi. Parce que sinon, puisque le fondement de l'autorité, c'est la compétence, tu dois lui donner ta place. Donc, pour justifier ton rôle de manager et le garder, parce que c'est là qu'on t'a mis, donc a priori tu as envie d'y rester, tu vas empêcher les personnes de ton équipe d'acquérir des compétences. Et ça va aller plus loin. Quand tu vas embaucher des gens dans ton équipe, tu vas toujours faire attention qu'ils ne soient pas meilleurs que toi. Or, les meilleurs managers, c'est pas du tout ça qu'ils font. Les meilleurs managers, dans leur équipe, ils n'ont que des personnes qui sont plus compétentes qu'elles. C'est-à-dire que je le résume de cette manière-là pour qu'on comprenne. En fait, quand tu deviens manager, ton job, c'est de faire de tes collaborateurs des héros, les meilleurs de leur domaine, capables de travailler ensemble et qui apportent le plus de valeur à l'entreprise. Et donc, ton job de manager, ça devient de développer tes collaborateurs. Et si on n'a pas compris ça, si on a encore arc-bouté sur le principe de dire « ouais, mais c'est moi l'expert, je suis respecté parce que je sais », eh bien, on va se planter. On va créer une mauvaise équipe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de burn-out qui sont dus à ça. Le burn-out du manager qui essaye d'être en permanence à la pointe et de dominer ses collaborateurs en étant meilleur qu'eux dans toutes les dimensions, ce qui est impossible. Quand on monte d'un cran, on ne peut plus avoir une compétence verticale, on a une compétence horizontale, ce qui n'est pas la même chose. Et le burn-out du collaborateur
qui à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien pour l'équipe, eh bien, se fait immédiatement rabrouer par son manager, qui lui dit ouais, t'as réussi ça, mais en fait t'es pas si bon, qui lui met le doute, etc. Je discutais avec une coach justement qui récupère des gens en burn-out, et elle me disait la première cause de burn-out, c'est des collaborateurs qui viennent me voir parce que leur manager, après les avoir encensés parce qu'ils étaient très bons, se met à les écraser parce qu'ils deviennent une menace pour le manager. Donc, ce qui vous amène au poste de manager n'est pas ce qui vous permettra ensuite de performer dans votre job de manager. Plus on avance dans une carrière, moins les compétences sont importantes et plus la relation qu'on a avec les autres est importante. C'est deux courbes qui se croisent. C'est-à-dire que au fur et à mesure que ma carrière avance, c'est de moins en moins mon expertise qui compte, c'est de plus en plus ma relation avec les autres. La capacité à me faire aider par les autres. C'est super inspirant et je pense qu'on est tout à fait aligné à ce sujet. Et tout ça, je pense que ça se... Enfin, tu as développé une méthode et d'ailleurs sur ton site, quand on rentre sur ton site, la première chose qu'on voit, c'est le management, c'est pas une question de talent mais de méthode. J'imagine que tout ce que tu dis, ça se concrétise de façon très concrète dans l'entreprise quand on devient manager. Ouais. Comment on passe à ce rôle de manager prédéfini, hérité de ce qu'on considère être un manager en France, compétent, détenteur de l'autorité, à un manager qui va faire de ses collaborateurs des héros? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a commencé à aborder ensemble, c'est qu'il y a 3 formes de pouvoir dans l'entreprise. La première forme de pouvoir, c'est l'autorité hiérarchique, on en a parlé. La deuxième forme de pouvoir, c'est l'autorité de compétence, dont elle nous a servi à accéder à notre poste, mais qui va devenir en fait le facteur limitant de notre rôle de manager. Donc il y a une troisième. Il y a la troisième. Et donc c'est la troisième qu'on va utiliser. Et la troisième forme de pouvoir, celle qui est la plus efficace, celle qui permet à l'entreprise de se développer, qui permet au manager d'être zen et de ne pas aller au burn-out, et qui permet aussi aux collaborateurs de s'épanouir. C'est quoi cette forme de pouvoir? C'est la confiance ou l'influence. C'est-à-dire que le job du manager, au moment où il devient manager, ça va être de gagner la confiance de ses collaborateurs pour pouvoir les faire travailler ensemble, en fait pour pouvoir les influencer, mais de manière douce, d'une manière qui à la fois profite à l'entreprise, au manager et au manager. D'accord. Alors ça, c'est de la théorie. Une fois que je vous ai dit ça, vous vous dites, ouais, ok, comment je fais? C'est ce que j'allais dire, comment on fait? Alors, comment on fait pour mettre en place de la confiance, pour la construire et pour la garder aussi? Voilà, comment on fait? Et c'est là qu'on va arriver aux outils. Déjà, on va faire tomber une croyance qui est que les meilleurs managers, ou que manager, c'est être doué avec les gens. Parce que ça, on entend souvent, ouais, lui, il est bon, ça se voit, il était chef scout, il rentre dans c'est vrai, en plus, qu'il y a souvent cette idée-là. Il y a une vraie corrélation entre le scoutisme et l'entreprise. C'est pas tout à fait faux, Ça veut dire que déjà, gamin, il avait une appétence pour le faire, etc. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que même si on se considère pas comme étant spécialement doué avec les gens, moi je m'étais spécialement doué avec les gens, mais il a bien fallu que je me forme au management. Moi, ma croyance fondamentale, c'est que pour être bon en management, il faut avoir un bon système de management. C'est quoi un bon système de management? C'est un ensemble d'outils qu'on utilise pour gérer notre équipe. Et on va devenir bon en management en utilisant ces outils. C'est-à-dire que plus on va utiliser ces outils, plus on va s'intéresser au sujet et meilleures vont être nos performances de manager. Et on va devenir bon avec les gens. Ou plutôt, on va devenir bon avec les gens dans le contexte du management. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire qu'on a observé les comportements des meilleurs managers. Ou plutôt, ce sur quoi s'appuient les meilleurs managers. Les meilleurs managers, ils s'appuient sur 4 choses fondamentales qui sont communes à tous les managers. La première chose, c'est, je le disais tout à l'heure, ils ont su développer un niveau relationnel avec leur équipe qui est supérieur à la moyenne, relationnel dans le sens
professionnelle évidemment, avec chacune des personnes de leur équipe. C'est-à-dire que les meilleurs managers, ils ont cette confiance envers leurs collaborateurs et qui est réciproque. Et c'est une confiance qui est une connaissance et une confiance qui sont individualisées. C'est-à-dire que c'est rarement des gens qui disent « Ouais, moi, mon équipe, c'est les meilleurs ». En général, c'est des gens qui disent plutôt « Jean, il est génial parce que il sait négocier incroyablement avec les clients. Sylvie, j'adore parce qu'en fait, tu lui files un fichier Excel et elle fait des miracles avec ça. » Vous voyez, c'est plutôt des gens qui vont parler comme ça. Complètement. Donc, le premier pilier, c'est la confiance. Le deuxième pilier, c'est la performance. C'est-à-dire que c'est des gens qui, en permanence, disent à leur équipe ou à chacun des membres de leur équipe s'ils performent ou s'ils ne performent pas. Alors pourquoi c'est très très important? C'est parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'un manager, il est là pour créer de la performance. Si je demande à un ensemble de chefs d'entreprise bon, qu'est-ce qu'un bon manager, ils vont me dire c'est quelqu'un qui performe, qui ramène des résultats. Première chose. Et deuxième chose, mais qui garde les meilleurs membres dans son équipe. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect, les 2 R du management, rétention, résultat. Donc, deuxième pilier, la performance. Troisième pilier, c'est des gens qui délèguent comme des fous. C'est-à-dire que quand on me demande d'évaluer un manager, comment je fais? Eh bien, je regarde comment se comporte son équipe en l'absence du manager. Parce que le bon management se voit en l'absence du manager. On l'a vu au moment de la crise du Covid. Il y a des équipes qui ont continué à performer, même si elles étaient éclatées, même si elles n'avaient pas le flicage permanent du management derrière leur épaule pour regarder si elles travaillaient bien, etc. Puis il y en a d'autres pour lesquelles ça n'a pas marché du tout. Bon, ça veut dire quelque chose sur la maturité du management. Bien sûr. Donc le troisième pilier, c'est la délégation. Et le quatrième pilier des bons managers, c'est le coaching. C'est-à-dire que on voit que le but de ces managers-là, c'est de faire que chacune des personnes de leur équipe devienne la meilleure possible, sans limite, en pleine autonomie. Donc 4 piliers, confiance, performance, délégation, coaching. Et en face de ces 4 piliers, on met 4 outils. D'accord, génial. Le premier outil, c'est le 1 à 1. On en a parlé tout à l'heure. Le 1 à 1, c'est l'outil de la confiance. Comment on fait pour générer de la confiance avec quelqu'un, à votre avis? On lui donne notre plus grande richesse. Qu'est-ce que notre... Son temps. Voilà, notre plus grande... Bravo, notre plus grande richesse, c'est notre temps. Ah, c'est sorti direct. Voilà, ça y est, je suis dedans. Là. Il n'a pas hésité. Tu veux montrer à tes enfants que tu les aimes, tu passes du temps avec eux. Ouais. Ton conjoint ou ta conjointe, c'est pareil. Tes amis, c'est pareil. Ta famille, c'est pareil. Et donc tes collaborateurs, c'est pareil. Le problème, c'est que quand on fait un sondage auprès des managers, moi j'ai fait un sondage auprès de plus de 500 managers, je leur ai dit c'est quoi votre premier problème? Question. Ils m'ont répondu le temps. Ils m'ont dit on n'a pas assez de temps. C'est le problème majeur dans les entreprises. Ouais. Du coup, on a là un truc à résoudre. C'est que on n'a pas de temps, mais en même temps, le temps c'est la seule manière de générer de la confiance qui va être notre levier pour pouvoir monter une équipe de choc. Ok. Donc, il va falloir... Et le temps, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que le temps, on en a tous la même quantité. Moi, quand je me suis levé ce matin, mon compteur temps était remis à 0. Je ne peux pas le stocker. Et j'en ai la même quantité que vous. Tout à fait. Donc, ça veut quand même dire qu'on a un problème. Et donc, on va essayer de créer du temps qui a plus de valeur que le temps qui s'écoule en général. C'est comme ça qu'on va... En fait, on va faire 2 leviers pour que notre temps soit le meilleur possible. C'est qu'on va donner du temps à valeur ajoutée à nos collaborateurs. Et surtout, on va leur donner du temps en avance. Donc, je vais commencer par celui-là. C'est pas du tout la même chose de dire à ton collaborateur « Bon, ah oui, tu as un problème, donc je te vois entre 2 portes, là j'ai 5 minutes, on en discute. Et puis comme ça, je vais résoudre ton problème. » Ou de lui dire, voilà, on est engagé dans une relation qui va durer longtemps. Moi, je te promets une chose,
et c'est une promesse fondamentale que je te fais, c'est que tout le temps que va durer notre carrière ensemble, je vais te consacrer chaque semaine une demi-heure en tête à tête. Ça s'appelle le 1 à 1. Et donc, je te garantis qu'on va se voir, sauf, évidemment, imprévu, sauf crise grave, etc. Je te donne une demi-heure de mon temps, mais pas juste là maintenant. Je te la donne toutes les semaines à partir de maintenant. Et donc, on prend nos agendas tous les deux et on se cale cette demi-heure le mardi matin à 9h. De 9h à 9h30, tu auras ton moment avec moi. Et en fait, quand tu fais ça, c'est beaucoup plus puissant que de dire simplement on va passer une demi-heure ensemble. C'est un engagement. Parce que le temps, en fait, effectivement, on en a tous la même quantité, on ne peut pas en créer, mais on peut quand même c'est un petit peu comme le vendre à crédit, de dire à l'avance à quelqu'un je vais te consacrer du temps. Un petit peu comme on dit aussi à un ami, puisqu'on est copains, on va se voir régulièrement, etc. Sauf que c'est plus formalisé, on est dans le cadre de l'entreprise. Donc ça, c'est un geste très très fort, et c'est le premier geste que doit faire un manager qui est nommé à son poste. Déjà de dire je vais passer du temps avec vous. Et je trouve que il y a deux choses très importantes là dans ce que tu nous dis, et moi je le ressens énormément parce que je suis dans mon premier poste et que mon manager m'a offert ce temps-là. Ah super, ça c'est et un il bon. A fait... Ouais. C'est vraiment un bon. Il a écouté le podcast. J'espère qu'il l'écoutera, ouais. Mais je trouve qu'il y a vraiment un côté déjà, un cadre qui rassure en tant que manager. Ouais. De dire que toutes les semaines, cet entretien aura lieu. Absolument. Et ça, c'est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme un élément à chaque fois de réassurance, de me dire que c'est bon, si j'ai un problème, j'aurai ce moment-là dédié, il sera là pour moi. Et c'est hyper important. Et même si j'ai pas de problème. Et même si j'ai pas de problème, oui, on se voit de toute façon. Et la deuxième chose, c'est qu'on commence déjà la relation par un don. Ouais. Parce que je trouve qu'entre le manager et le manager, il y a aussi parfois un peu ce côté redevance où on veut toujours prouver qu'on est bon en tant que manager, je parle. Je parle vraiment de ma propre expérience. On a envie de prouver qu'on est bon, on a envie de donner de soi, de son temps. Et là, d'avoir le retour, en fait, mais qui est établi de base, je trouve que ça fait un bien fou. Et c'est tellement engageant. C'est tellement... En tant que manager, je trouve que ça change tout, en fait. En fait, la confiance, c'est comme un compte en banque. Tu peux pas travailler à découvert. Ouais. Et donc, le manager, il doit avoir... avant de demander des choses à ses collaborateurs, il faut qu'il alimente le compte. Ouais, et ce que tu viens de dire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si tu veux créer de l'engagement, il faut que toi aussi tu t'engages. Si tu veux créer de la confiance, il faut toi aussi que tu en donnes, etc. Ce dernier truc que tu as dit. Le truc d'avant, il est vachement intéressant aussi. C'est assez contre-intuitif. Parce que quelquefois, le pushback que j'ai quand je dis à des gens, vous allez donner... vous allez voir vos collaborateurs chaque semaine pendant une demi-heure, patati patata, ça fait un peu, on va à la confesse, ou bien on est à l'école, etc. Oui, et on me dit souvent, ça c'est du micromanagement en fait. C'est-à-dire qu'en faisant ça, tu fliques ton collaborateur, etc. Et en fait, c'est exactement le contraire. Et tu l'as dit toi-même, et je trouve que quand on veut manager, il faut écouter les gens qui sont managés. Tu as dit, moi ça me rassure. Et parce que ça te rassure, ce point d'ancrage de chaque semaine va te rendre plus autonome le reste de la semaine. Parce que l'autre clé qui est très importante quand on est manager, c'est de compartimenter son temps. Et en créant le rituel du 1 à 1, qu'est-ce qu'il fait le manager ? Il compartimente son temps. Il envoie le message aux autres et à lui-même que c'est le moment où il va faire du management. C'est le moment où il sera dans son métier de manager qui est différent de son métier de contributeur individuel. Donc, s'il veut mesurer si il est un bon manager, il regarde combien il a fait de 1 à 1 dans la semaine. S'il n'en a pas fait, il n'a pas fait de management. S'il en a fait, il a fait du management. Ça devient un métrique même opérationnel à juger. Quoi. Exactement. C'est un métrique. Ça veut dire j'ai mis des moyens. Et en fait, c'est ça. Alors, au début, on se dit, souvent on me dit, non, mais attends, moi, dans mon équipe, j'ai 8 personnes. Ça fait 4 heures par semaine. C'est le délire. 4 heures par semaine, je peux pas 4 heures par semaine. Bon, je lui dis déjà, c'est 10% de ton temps, ce qui est pas cher payé pour avoir et le salaire de manager. Mais au-delà de ça, mets-toi à la place de ton collaborateur. Une demi-heure, une fois par semaine, c'est 3 jours et demi par an.
Si tu n'es pas capable de donner Hmm. 3 jours et demi par an à ton collaborateur, tu n'es pas le manager qu'il attendait. Ouais. Bien sûr. Et le dernier argument que je donne, c'est que, en fait, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que cette demi-heure que ton manager partage avec toi chaque semaine, tu lui rends au centuple. Parce que tu l'interromps pas pendant la semaine, parce que tu deviens autonome, parce que tu es mieux dans ta peau, parce que tu es plus créative, etc., etc. Et en fait, tout Complètement. ça, ça te permet à la fois d'avoir ta zone de liberté, parce que c'est vraiment important aujourd'hui, surtout avec votre génération-là, c'est vraiment important d'avoir les deux. En fait, vous voulez les deux. Vous voulez de la sécurité et de la liberté, ce qui est quand même assez compliqué Contre-intuitif. à résoudre quand on est manager. Et donc, il y en a un, il donne de la liberté et il donne de l'autonomie en même temps. Parce qu'en fait, la sécurité va donner la possibilité d'avoir de la liberté. Et Ouais, dernière complètement. chose que je peux dire par rapport au 1 à 1, c'est que faut vraiment que le manager le voit pas comme un entretien de flicage, parce que là, ça détruirait de la confiance plutôt que d'en créer. Mhm. Mais c'est l'entretien du collaborateur. C'est-à-dire que l'ordre du jour d'un 1 à 1, ça démarre, la première partie, c'est mon collaborateur qui parle. Moi, je dis rien, je l'écoute, c'est tout. Il parle de ce qu'il veut, il n'y a pas d'ordre du jour. Et s'il veut en parler pendant une demi-heure, je me tais. Si au bout de 10 minutes, il a terminé, moi, j'embraye, je lui pose des questions. Mais s'il veut parler pendant une demi-heure, il parle pendant une demi-heure. Il ne faut pas l'interrompre, parce qu'en tant que manager, vous allez apprendre là des choses que vous n'auriez jamais été capable d'apprendre autrement. Bien sûr. Et j'imagine même qu'en fait, je rebondis sur ce que tu dis, je me vois très bien à la place d'un manager énoncer potentiellement tous mes problèmes, mais pas forcément dans le but d'y avoir une résolution, mais plus dans le but d'avoir une écoute. Et j'imagine que le manager, c'est aussi pour lui cerner les problèmes, pas forcément y trouver une solution, sinon il gère toutes les galères du monde dans son entreprise et il n'y a plus de priorité et c'est très complexe, mais juste de se sentir écouté pour un manager, de se dire bon bah voilà, Sylvie elle m'emmerde, bah voilà, Ouais. bah juste il le sait Ouais. et je peux ensuite construire mon management à partir de ça sans forcément le solutionner dans la seconde quoi. Exactement. En fait, il y a un autre. Je dis première chose, faut pas prendre le contrôle de l'entretien, c'est-à-dire que si le manager commence en disant bon alors l'ordre du jour, bon, c'est mort, Ouais. c'est plus un à un comme en tout cas pas à la mode outil du manager. Et deuxième chose, c'est ne pas en fait vouloir résoudre les problèmes de l'autre, c'est un moyen de prendre le contrôle de l'entretien. On s'en rend pas compte, mais en fait c'est ça. Et ça, faut vraiment résister. Et ça, c'est pas facile parce que on est enthousiaste, on veut aider notre collaborateur, etc. Mais en fait, on lui prend quelque chose quand on fait ça. Donc, le premier truc, tu as raison, c'est l'écoute. C'est vraiment laisser parler l'autre et ne pas vouloir résoudre tout ce qu'il nous dit. Parce que d'abord, c'est impossible. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de le faire. Par contre, tu es au courant qu'il y a un problème dans l'équipe. Et ensuite, comme tu le dis, tu prends du recul en tant que manager, tu te dis est-ce que c'est un vrai problème? Qu'est-ce que ça veut dire un vrai problème? Ça veut dire est-ce que c'est un problème qu'on doit résoudre maintenant? Est-ce qu'il est urgent? Est-ce qu'il est vraiment, je dirais, en adéquation ou pas avec mes priorités? C'est-à-dire est-ce qu'il empêche l'équipe de performer ou pas? Etc. Et d'ailleurs, tu peux aller plus loin, c'est-à-dire que moi, en général, je réagis jamais à la première fois qu'on me pose un problème. J'attends que ça revienne dans plusieurs années, d'où la nécessité, en tout cas l'intérêt de prendre des notes. Quand ça revient, au bout d'un moment, je dis, mais en fait, ça fait 3 fois que tu me parles de ce sujet, comment tu vas le résoudre? Ça, c'est, tu vois, première phase du 1 à 1, c'est je crée la relation. Que ça. J'écoute, je comprends, je pose des questions. J'essaye de savoir qui j'ai en face de moi, ce qu'il aime bien, ce qu'il aime pas, ses enfants, ses hobbies, ce qu'il aime dans son travail, ses problèmes dans son travail, etc., etc. La deuxième phase, c'est de commencer à lui dire, quand il y a des problèmes qui se posent, de lui donner de l'autonomie. Et la meilleure manière de donner de l'autonomie, c'est de renvoyer la question, c'est pas de résoudre le problème. Et après, tu peux poser la question, mais ça fait 3 fois que tu m'en parles, tu as besoin de moi, pourquoi tu m'en parles? Et souvent, en fait, ton manager il va te dire bah non, je voulais juste que tu le saches. Très souvent. Parce que le fait d'être écouté, c'est important. On a fait un sondage dans une boîte dans laquelle on est intervenu il y a quelques années auprès des cadres et je leur ai dit c'est une boîte qui est une boîte de IT
très haut niveau d'expertise. Le problème de ces boîtes-là, c'est le turnover, hein, très clairement, de garder les talents, etc. Et cette boîte-là, elle a un turnover très faible et elle surpaye pas les personnes. Elle est au niveau du marché. Et donc, on a fait un sondage, on a dit, mais pourquoi vous restez dans cette Qu'est-ce boîte qui vous plaît, quoi? Ouais. Le 1 à 1. C'était la réponse. Oui, carrément. Parce que dans toutes les boîtes où on est passé, en fait, on est des espèces de prestataires salariés, on compte pas, on nous écoute pas. Ici, on nous écoute. Le 1 à 1, ça a été la réponse. Et quasiment unanime. Donc, c'est un outil puissant. Alors maintenant, il est de plus en plus répandu. Moi, quand j'ai commencé à en parler en 2009, tout le monde disait n'importe quoi. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est assez acquis. Par contre, la manière de le faire, parce que c'est comme tout, hein, le diable est dans les détails. On peut... un outil aussi puissant, tu peux l'utiliser pour tout détruire aussi. Alors, l'intérêt du 1 à 1, au-delà du fait que, vous l'avez souligné, il crée la confiance, il crée l'autonomie, il rassure, il crée de la sécurité, etc., c'est que en fait, ça va devenir le point d'ancrage du management. Et en fait, c'est sur ce petit entretien qui va évoluer au fur et à mesure de la maturité de la relation que vous avez avec chacun de vos collaborateurs, que vous allez pouvoir enclencher les 3 autres outils qui correspondent à la performance, à la délégation, au coaching. Et donc, le premier outil, ça va être le feedback. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a mis en place la confiance, qu'on a autorisé l'autonomie, on va se mettre à parler de la performance. Et en fait, parler de la performance, c'est la manière la plus simple de parler de la performance, c'est dire à nos collaborateurs, là t'es bon, là t'es pas bon. J'exagère, je résume. Alors si on fait comme ça va pas forcément être bien perçu. Voilà. Ça peut vite être pris personnellement en fait. C'est vrai qu'il faut savoir décorréler le feedback négatif de la personne du sujet, exactement. En fait, il faut sortir du système punition-récompense qu'on a appris à l'école et être sur un système de vraiment de feedback. En fait, des feedbacks. Alors les feedbacks, c'est toujours sur des faits. Et c'est jamais un jugement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment trois éléments, enfin il y a 4 éléments, alors je ne vais pas détailler l'outil feedback, mais en gros, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est fondé sur 4 éléments très importants. Le premier, c'est que la personne doit être en position d'entendre. C'est-à-dire que la première chose, c'est de demander, est-ce que je peux te faire un feedback? Si la personne dit non, il ne faut pas lui faire de feedback. De toute façon, le canal n'est pas ouvert. La deuxième chose, c'est toujours être sur du factuel. C'est-à-dire de ne pas dire t'es fainéant, j'exagère, hein, mais ou t'écoutes pas les autres, ou ce genre de choses. Il faut toujours partir d'un fait avéré. Par exemple, je vais prendre l'exemple t'es fainéant, c'est quand tu arrives en retard à la réunion du lundi. Ça, c'est un fait avéré. C'est pas un jugement sur la personne, c'est quelque chose qui s'est passé. Voilà la conséquence. Donc, on a cité un fait, on contextualise, c'est-à-dire on dit voilà ce qui se passe et qui est négatif. Et la dernière étape, c'est de faire confiance à la personne pour modifier son comportement. Et là, on va parler de bienveillance. Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, la bienveillance, le manager bienveillant, etc. etc. Ok. Moi, je peux pas... En plus, ce genre de mots, c'est des mots un peu compliqués parce qu'on peut pas être contre la bienveillance, hein. Je trouve des personnes qui vont dire « Ah non, moi la bienveillance, je ne suis pas pour, je trouve ça nul. » Mais en fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la bienveillance? Moi, je crois que la bienveillance ultime, la vraie bienveillance du manager, c'est d'aider son collaborateur à modifier un comportement qui n'amène pas de performance. C'est ça, être bienveillant. Et c'est ça qui demande du courage. Honnêtement, on dirait à quelqu'un, t'es bon, ouais, non, c'est pas grave, etc. C'est pas de la bienveillance, c'est du manque de courage. Il y a un moment, il faut aussi être capable de dire à ses collaborateurs, et de manière bienveillante, là, ça va pas, je t'explique pourquoi, et maintenant, comment tu vas faire pour que ça se passe mieux. Et tu vois, c'est une preuve de confiance, en fait, de faire ça. C'est à la fois la confiance en soi et la confiance dans la relation, d'être capable de dire ça, et donc, déjà, vous avez remarqué, on commence par établir la confiance et la bonne relation avant de faire le feedback. Si on démarre par un feedback, c'est mort. La confiance n'est pas établie, ça va être mal pris. Donc, premier élément, c'est la confiance en soi et en la relation. Et deuxième élément, c'est la confiance dans notre collaborateur pour réussir à devenir meilleur. Et en fait, c'est un cadeau qu'on fait à un collaborateur quand on lui fait ça. Plutôt que de rien dire, de le laisser mal
de se planter à la fin, de ramasser aux entretiens de fin d'année ou pire, je pense que cette méthode-là est mieux, en tout cas, je ne sais pas si on dit mieux veillante, mais en tout cas est davantage bienveillante que la bienveillance en général. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, parce que on est quand même dans une boîte pour obtenir de la performance. De plus en plus, on voit le manager comme quelqu'un qui est plutôt un... Enfin, je vais grossir le trait, mais un peu bisounours, qui est là pour caresser un petit peu dans le sens du poil, qui est justement dans cette overdose de bienveillance. Et là, je trouve que tu rappelles des piliers, en fait, qui est de dire, non, le manager, il est aussi là pour amener de la performance, et il n'est pas là non plus pour infantiliser. Non. C'est pas le manager... tout puissant, entre guillemets, qui va résoudre tous les problèmes et qui va aller porter toutes les conséquences des actes de tout le monde. C'est aussi, dans la relation, savoir dire, nous, on t'attend sur telle métrique de performance, et quand ça va pas, je vais savoir te le dire, et je vais te faire confiance pour évoluer, parce que tu en es capable. Enfin, je trouve que c'est tellement important de le rappeler, et c'est tellement porteur aussi dans la relation au quotidien, d'avoir ce type de feedback qui sont constructifs, et pas juste mélioratif et un peu, parfois même un peu vaseux, quoi. Un peu. Oui, en plus, ça, je veux dire, ça ne convainc que les personnes qui ont envie d'être convaincues. Je veux dire, en général, pour être clair, les managers les plus appréciés, c'est pas les bisounours. Ouais. En général, on leur reproche justement leur manque de courage. Tout à fait. Et aussi, quand on rentre dans cette posture-là, il y a une grande tentation qui est le jour où il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'il faut justifier une décision pas très sympa ou pas très positive de l'entreprise pour la personne, c'est de se réfugier en disant non, mais moi je suis gentil, là c'est la direction en fait qui te demande ça, même moi tu sais, voilà, je t'aime bien, etc. Et là, faire ça, c'est vraiment le manque de courage ultime et la démission du manager. Ce sont des managers qui ne sont pas du tout appréciés par leur équipe. Personne ne veut d'un manager comme ça, qui ne regarde pas la réalité en face et qui est capable à un moment. En fait, ce qu'on attend d'un manager aujourd'hui, il y a une étude de Gallup qui s'appelle It's the Manager qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et pour la première fois, en fait, ils ont vu ce qu'ils appellent la main-d'œuvre, en anglais manpower. En fait, ce que veulent les gens en termes d'emploi, ça n'est plus le job le mieux payé et qui nécessite le moins d'heures possible. C'est désormais un job dans lequel ils veulent s'accomplir et se développer. Et c'est un switch majeur. Ça veut dire que qui dans l'entreprise va permettre justement aux employés de se développer et de s'accomplir? Ça devient le manager. C'est-à-dire que la bienveillance du manager, elle n'est pas dans le fait d'être toujours bisounours, comme tu dis, ou au service de ses collaborateurs dans l'absolu, à rassurer tout le monde, etc., etc. Elle est dans le fait de leur faire franchir des paliers, de se développer. De les faire grandir. Pourquoi ? Et tout le monde y trouve son compte. Pourquoi ? L'entreprise y trouve son compte parce que aujourd'hui, la qualité humaine, le niveau qu'on a dans les entreprises, c'est ce qui fait la valeur des entreprises. Tout le monde a accès à la techno, il y a de moins en moins de barrières à l'entrée, etc. La qualité des personnes qui travaillent dans l'entreprise, c'est ce qui est le moins copiable. Donc voilà, c'est ce qui fait la valeur de l'entreprise. Donc évidemment, avoir des éléments à l'intérieur de l'entreprise qui sont les meilleurs possibles, et en plus qui savent travailler ensemble, c'est ce qui fera la meilleure entreprise possible. Donc c'est bon pour la boîte. C'est bon pour le manager, parce que plus il aura une équipe de personnes motivées, performantes, et capable de prendre des décisions, moins il aura de boulot, et donc moins il sera susceptible d'aller au burn-out. En plus, c'est très très épanouissant, quand on arrive à ce niveau-là de management, c'est que désormais, moi, quand je fais des 1 à 1, c'est juste pour écouter mes collaborateurs m'expliquer à quel point ils ont performé. Et c'est super agréable. C'est-à-dire, pour moi, c'est mes héros, c'est les gens que j'écoute. Et à chaque fois qu'ils me parlent, je fais « waouh !» comme ça. Mais je suis exigeant aussi avec eux. Je vais y venir juste après. Et la troisième personne que ce type de management va avantager, mais c'est le collaborateur lui-même. C'est-à-dire, on a tous envie d'être dans une boîte qui nous considère comme un héros, mais aussi qui nous pousse à devenir meilleur. Après, il y a un niveau qui nous pousse à devenir meilleur sans aller au burn-out. Tout est une question de dosage. Complètement. Mais voilà, c'est pour ça que l'outil ultime, mais celui qu'on peut mettre en place que si on a mis avant les autres outils,
Parce qu'il faut créer la confiance, il faut donner la notion de la performance et il faut générer de l'outil, de l'autonomie et de la délégation, eh bien c'est le coaching. Et là, la bienveillance, quand on est coach, quand on est devenu coach de nos collaborateurs, c'est d'avoir conscience que même dans la nature, la progression ne se fait jamais en ligne droite. Ça, c'est vraiment une notion importante. Moi, j'appelle ça ma courbe en queue de cochon. Si vous voulez voir ce que c'est, vous tapez Cédric Watine, courbe en queue de cochon, ou outil du manager courbe en queue de cochon, et vous trouverez peut-être des vidéos ou des dessins. Mais en gros, c'est une courbe en tire-bouchon. On fait même du biomimétisme, hein, c'est incroyable. Voilà, c'est ça. Quel épisode. Et ça, je l'ai pas. Je veux dire, ça m'a été inspiré par le bouquin de Ray Dalio qui s'appelle Principle, où effectivement, voilà, il explique ça. Et en fait, on nous apprend à l'école que la progression, et puis on nous la modélise de cette manière-là, parce que c'est simple, c'est une flèche qui va vers le haut. En fait, c'est jamais comme ça que ça se passe, et y compris dans la nature, y compris la croissance des entreprises, y compris notre croissance personnelle, y compris les expériences qu'on fait. En réalité, c'est une succession de tire-bouchons, c'est-à-dire la progression, c'est je progresse, j'atteins un palier, je régresse, je réagis, je reprogresse, j'atteins un palier, je régresse, etc. C'est pour ça que je dis que c'est des tire-bouchons. Et en fait, si je vous montre deux courbes, une qui va vers le haut en faisant des tire-bouchons, une qui va vers le bas en faisant des tire-bouchons, et que je vous dis, mais c'est quoi la différence entre les deux? Vous allez me dire, oui, il y en a une qui monte et l'autre qui baisse. Okay. Mais en fait, la différence entre les deux, c'est la longueur des segments qui descendent. C'est-à-dire que c'est la vitesse à laquelle on réagit quand on se rend compte qu'on régresse. C'est ça qui va donner notre progression. Et c'est vrai pour une entreprise, hein. C'est-à-dire que les entreprises qui vont performer, qui vont se développer, qui vont avoir la plus grande maturité, ce sont des entreprises antifragiles parce qu'elles sentent, elles ont un stress à un moment qui leur dit « là, il y a quelque chose qui se passe, tu n'es plus sur le bon marché » ou bien « il y a de plus en plus de plaintes clients, etc. » Celles qui sont bardées de certitude ou de bisounoursisme où on se dit « mais non, on a une vision, patati patata », elles vont se planter parce qu'elles réagiront pas assez vite. Celles qui réussiront à réagir vite, c'est celles qui diront « ok, il faut qu'on évolue, etc. etc. » Bon, ce qui s'applique aux entreprises s'applique aussi aux personnes. Et donc, ton rôle en tant que manager, c'est d'être capable de positionner en permanence tes collaborateurs sur cette courbe. Et de sentir de l'extérieur, parce que l'avantage que tu as sur eux, c'est que tu les vois de l'extérieur. Eux, ils se voient de l'intérieur. Et parfois, ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont sur un palier ou qu'ils sont en train de régresser, etc. Et donc, ton job en tant que coach, ça va toujours être de surveiller cette courbe et de te dire, tiens, là, ça stagne, ça commence à baisser, etc. D'accepter ça, c'est-à-dire pas tomber sur le collaborateur en lui disant, mais t'es nul, qu'est-ce qui se passe? Parce que alors, ça, c'est le meilleur moyen pour augmenter encore la régression. Mais de l'accepter, de dire, bah ouais, c'est normal. Un collaborateur, ça peut pas performer en permanence, à fond, tout le temps. C'est pas une machine, quoi. Voilà, on n'est pas des machines. Par contre, d'être assez malin pour aller le voir, lui dire, là, je pense qu'on a un petit souci, regarde, et de regarder avec lui comment on peut le remettre sur les rails. Et ça peut passer que par une connaissance individuelle de chaque personne. C'est pour ça que cette courbe en queue de cochon, j'ai beau la montrer partout, de dire que le coaching, c'est super. Si, en premier lieu, on n'a pas mis en place le 1 à 1, qu'on n'a pas développé la confiance, qu'on n'a pas parlé de la performance, qu'on n'a pas généré l'autonomie, on n'a pas donné les outils à notre collaborateur pour pouvoir entendre ce qu'on a à lui dire. Bien sûr. C'est pour ça que cette méthode, la méthode outil du manager, le manager essentiel, elle est fondée sur ces 4 outils qui s'enchaînent, en fait. Et il y a un ordre, c'est-à-dire qu'en matière humaine, on ne peut pas démarrer par la fin. C'est un peu comme, voilà, quand tu construis une maison, tu ne commences pas par le toit, tu fais les fondations, tu mets en place la confiance, etc. Et en fait, voilà, en résumé, quand je dis, bah voilà, être bon en manageant, c'est pas être doué avec les gens, c'est avoir le bon système. C'est ça que je veux dire. C'est que moi, j'aurais rêvé, quand j'ai commencé à travailler ou quand j'ai rencontré des difficultés dans l'entreprise que je reprenais, qu'on me dise, bah, petit 1, tu fais ça, petit 2, tu fais ça, petit 3, tu fais ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on m'explique la logique du truc, c'est ce que je viens de faire avec vous, de dire, bah, voilà, c'est là qu'on va, hein, parce qu'il ne faut pas perdre le cap, mais à la fois qu'on me dise les détails de chaque étape et les pièges dans lesquels je ne dois pas tomber. Et il suffit juste voilà, d'avoir le bon système.
Et puis, avoir le bon système de management, donc ça a un intérêt parce que c'est pragmatique, ça permet tout de suite d'éviter les pièges et ça. Mais en plus, quand on a un système, ça permet d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. Et de se dire, bah tiens, comment j'améliore ça, etc., etc. Et donc, par exemple, tiens, je manque un peu de charisme. C'est pas grave, je vais me former au charisme. Peut-être que je sais pas prendre bien mes décisions. Bah, je vais me former à la prise de décision. Tu vois, après, tu viens plugger sur ton système de management les différentes choses qui vont permettre de le rendre plus puissant. Comment je manage par les objectifs. Par exemple, ouais, j'ai une bonne relation avec mes collaborateurs, le problème c'est que ça part dans tous les sens. Bah oui, tu n'as pas de système d'objectifs, donc sur quoi tu les alignes? Bah, pour l'instant, sur rien, donc ils ne sont pas alignés forcément. Et en fait, c'est ça. Quand tu demandais ce qui faisait vibrer, c'est ça. C'est de dire un manager qui au départ n'est pas forcément doué avec les gens, ou qui est un peu paumé, ou qui est désabusé, ou qui est devenu ne fait plus son travail qu'en passant par l'autorité, par le pouvoir d'autorité, etc. Et c'est tout. Il peut reprendre les basiques du système, redémarrer, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on aura les meilleurs managers possibles dans les entreprises et que ça bénéficiera à tout le monde. Parce que tout ce que je viens de dire, ça s'accompagne de performance et de bienveillance. Les deux ne sont pas antinomiques du tout. L'un nourrit l'autre. J'adore. Enfin, je te laisse rebondir après, mais moi j'adore parce que je trouve que ça démystifie un peu ce rôle du manager, dans le sens où c'est à la portée de tout le monde, dès lors qu'on souhaite y accorder du temps, des efforts, de l'évolution constante aussi. Et je trouve que c'est plein de promesses, parce que pour ceux qui aujourd'hui se sentent perdus, et je pense qu'il y en a beaucoup, parce que c'est dur d'être manager, je pense qu'il faut le rappeler, c'est aussi se rassurer grâce à un cadre, un système qui permet d'évoluer, qui permet de progresser. Et moi, je trouve que ton discours est plein de promesses, et c'est vachement porteur pour nous, en tant que futurs, peut-être, je l'espère, je pense, manager, d'avoir aussi ce cadre sur lequel on peut se reposer pour avoir un semblant de schéma d'action, quoi. Ouais. Moi, je vous le conseille parce que je pense que le management, c'est la seule chose qui ne soit pas menacée par... Enfin, une des seules choses qui ne soit pas menacée par l'intelligence artificielle. La capacité. Et je pense que c'est une compétence qui est en fait ultra recherchée. Malgré tout ce qu'on dit, moi, en tant que chef d'entreprise, voilà, je remercie tous les jours mes managers. Si j'avais pas ces gens-là, je sais pas comment je ferais. Donc, c'est une compétence, le management, c'est la compétence recherchée. Si tu veux faire grossir ton entreprise, il faut que tu aies des bons managers. Il n'y a pas d'autre levier. Ouais, clairement. Et tu vois, ça me fait penser à un point que tu évoquais sur la délégation aussi dans les outils. Et le fait qu'un bon manager, un bon management, ça se voit aussi en l'absence du manager. Et il y a vraiment ce côté d'indépendance par rapport au manager. Et ça, j'ai envie de te poser la question, toi, comment ça se passe pour toutes les entreprises dans lesquelles tu es manager, mais dans lesquelles tu ne passes qu'une journée par semaine? C'est une décision que j'ai prise il y a très nombreuses années, pour différentes raisons. J'ai décidé un jour de prendre de longues vacances. Ok. C'est parti d'une décision personnelle. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai 6 mois pour rendre ce truc-là possible. J'étais le chef d'entreprise un peu classique. Et pour moi, voilà, avec cette espèce... Alors, c'est pas vraiment une croyance fondamentale, c'est plus une manière de travailler qui est, bah, je suis indispensable, il faut que je sois à la boîte tous les jours, il faut que je montre l'exemple, il faut que je sois le premier arrivé, le dernier parti, il faut que je sois sur le front sur tous les problèmes, il faut que j'aide tous mes collaborateurs, sans moi, ils peuvent pas s'en sortir, patati, etc. Et donc, j'étais plutôt le schéma classique de l'entrepreneur. Je me suis dit, ouais, mais c'est embêtant parce que, en fait, c'est pas ça que je voulais, moi, quand j'ai commencé à reprendre des entreprises. J'avais une autre idée de la manière dont j'allais passer ma vie. C'était pas ça, en fait, au départ. Donc, la manière dont ça s'est passé, déjà, c'était de décider que la boîte pouvait tourner de moi sans que j'y sois. Et après, alors ça, c'est d'autres outils qui sont plus des outils de chef d'entreprise. Vraiment, l'outil qui m'a permis de faire ça, ça a été ce que j'appelle l'agenda inversé. Okay. C'est-à-dire que j'ai remis en question le fait que je sois à ma boîte tous les jours de la semaine. Ça, c'est une habitude, ça s'appelle une habitude.
tu te lèves le matin, tu prends ton petit-déj, tu prends ta bagnole, tu vas au boulot. Et puis, le soir, tu rentres chez toi. Je me suis dit, en fait, et si j'ai inversé les choses, c'est-à-dire que si par défaut, dans mon agenda, je notais les moments où je suis à l'entreprise. C'est-à-dire que quand il n'y avait rien dans mon agenda, ça voulait dire que j'étais à la boîte. Oui, c'est ça. Quand il y avait quelque chose, ça veut dire que j'étais en déplacement, etc., etc. Et donc, je me suis dit, non. Maintenant, mon agenda, il faudra aussi que j'écrive dans mon agenda que je vais à la boîte. Il faut que ce soit une décision. Il ne faut plus que ce soit une habitude. D'accord. Et puis, ensuite, la phase d'après, ça a été de dire, maintenant, en fait, si mes collaborateurs... Moi, je vais être là si on a besoin de moi. C'est-à-dire, j'ai dit, en fait, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je ne suis pas à la boîte. C'est le standard. Si vous avez besoin de moi, vous pourrez rendez-vous et je viens. Et puis après, la manière de déléguer, ça a été la mise en place du système outil du manager avec les 1-1, etc. Ouais. Je veux dire, par essence, c'est un système qui te pousse à la délégation, en tout cas qui pousse à l'autonomie. Alors après, quand on a vraiment envie de forcer une délégation, c'est-à-dire de dire je vais plus laisser mon collaborateur me prendre du travail, il y a vraiment un truc, je voudrais que ce soit désormais cette personne qui le fasse, là c'est un processus, c'est-à-dire que là, alors il y a quelques trucs à comprendre qui sont des trucs de base en délégation pour pas faire des erreurs de base. C'est que la première erreur qu'on fait en général quand on délègue quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on compare le niveau de la personne avec notre niveau actuel. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que la personne, le premier jour, elle soit aussi bonne que nous. Ou plutôt, on va la comparer à ça. Ouais. Or, c'est pas à ça qu'il faut se comparer. Le standard de comparaison, c'est comme j'étais mauvais quand j'ai commencé à le faire. Voilà. Il faut toujours comparer, quand tu délègues quelque chose à quelqu'un, ton niveau quand toi, tu as commencé à le faire. Bien sûr. Et donc, ton enjeu, ça va pas être qu'elle soit bonne tout de suite. Ça va être qu'elle soit aussi bonne que toi le plus rapidement possible. C'est pas la même chose. Donc, la deuxième chose à comprendre, c'est qu'une délégation, c'est un processus. Il y a un début et il y a une fin. C'est pas, ça y est, j'ai délégué, je lui ai tout expliqué, hop, ça va bien se passer. Parce que ça, c'est sûr, ça marche pas. C'est en général ce qui nous fait revenir sur nos délégations. C'est-à-dire que, et plus on a d'expérience de ce type, pire c'est. C'est-à-dire, du coup, on perd la confiance, etc., etc. Tu vois, la première fois que tu vas déléguer quelque chose à quelqu'un, il va le faire moins bien que toi, donc tu vas dire, non, il le fait mal, je le reprends. Et la deuxième fois aussi, et ainsi de suite. Et donc, ça va ancrer en toi que la délégation est impossible. Donc, première chose, le niveau de la personne, c'est ton niveau quand tu as commencé. Deuxième chose, l'enjeu, c'est pas qu'elle soit meilleure maintenant, c'est qu'elle soit meilleure le plus vite possible, si possible plus vite que toi. Et donc, ton job, ça va être de mettre en place un processus de délégation avec des étapes, comme un train qui avance avec des gares, et que le train, il recule jamais, qu'il avance tout le temps. Et peut-être il arrivera à la gare finale dans les temps que vous étiez accordés, c'est-à-dire qu'à un moment, tu auras défini un standard, tu vas dire, ça y est, ça c'est délégué. Peut-être ça prendra un peu plus de temps que prévu, mais en tout cas, ça ira dans le bon sens. Voilà comment... Là, on est dans un processus qui va au-delà de la prise d'autonomie. On est à un cran au-dessus. Ouais, mais je répète, tout ça c'est possible si tu as mis en place la confiance, si tu as mis en place la performance et le feedback, si tu as mis en place l'autonomie, le coaching. Pourquoi le coaching ? Parce que tu ne vas pas déléguer à quelqu'un qui n'a pas le niveau, donc tu vas le coacher pour le monter au niveau afin de pouvoir lui déléguer les choses. Génial. Ouais, donc la délégation c'est le Graal du manager, mais l'erreur ce serait de croire qu'il faut démarrer par ça. Ça c'est le toit de la maison. Les fondations c'est le 1 à 1, etc. Non, mais et tu le rappelles très bien, et en même temps, ça nous... on sait que dans nos auditeurs, il y a à la fois des managers qui ont besoin d'évoluer et qui cherchent de l'inspiration, qui ont besoin de se nourrir sur des nouvelles méthodes parce qu'ils sont un peu dans un cul-de-sac. Ouais, c'est clair. Et on en a aussi qui sont déjà bien avancés et qui cherchent justement à continuer d'évoluer, à progresser. Et je trouve que c'est bien aussi d'amener ce type de discussion parce que je pense que ça va les nourrir aussi dans leur évolution continue, parce que le management, c'est une progression continue. Et je te propose d'enchaîner sur une de nos petites questions de fin. Pour entrer dans ton timing. C'est aussi, bon, là, pour l'instant, on est bon, c'est pas mal. Génial, bravo. Pour toi, quelle est la clé d'une équipe de choc ? Tu viens d'en rappeler 4, mais s'il ne fallait qu'en garder qu'une.
La clé d'une équipe de choc, c'est d'avoir su mettre en place la confiance. Et ça va être du principe que vous devez faire de vos collaborateurs des héros. Vraiment, en ayant ça à l'esprit, ça fait tomber toutes les mauvais réflexes qui pourraient être, bah non, je dois être meilleur qu'eux, par exemple. Non, il doit être meilleur que vous. Ça doit être vos héros. Et vous êtes le manager d'une équipe de héros. Pour moi, la clé d'une équipe de choc, c'est ça, c'est d'avoir un manager qui les considère et qui les considère comme des héros et qui en fera des héros. Bah, je crois qu'on a le titre de notre épisode. Ouais, ça y est, il est fabuleux. Il est écrit. On le voit en gros sur notre feuille. Écoute, on va passer sur la deuxième question, qui est là peut-être plus en termes d'inspiration. Est-ce que toi, tu as rencontré des équipes, tu as des équipes auxquelles tu penses, qui ont mis en place un peu tous ces schémas, qui se sont émancipés de ce qu'on peut considérer comme des schémas classiques de management, et que tu nous conseilles d'aller voir, de rencontrer, avec qui potentiellement enregistrer un podcast? Non, moi mes héros, je vais vous décevoir là sur la deuxième question. Pas du tout, je sens que non. Non, moi en fait les gens qui m'inspirent, c'est les gens du quotidien. Voilà, moi les gens qu'on a sur le forum Outils du Manager, les gens avec qui je discute, qui viennent aussi sur le podcast pour parler de leurs problèmes. Moi, ce que je trouve vraiment remarquable chez les nouveaux managers, c'est ce mélange d'ambition et d'humilité. Ouais. Et c'est vraiment cette capacité à se remettre en question qui est fondamentale. Donc, non, là, comme ça, j'ai pas d'exemple. Je pourrais presque citer tous les gens, tous les managers qui sont venus témoigner, soit sur le podcast public qui est Outils de Manager, ou soit sur le podcast privé qui est Conversation d'entrepreneurs. À chaque fois, moi, voilà, je suis bluffé. À chaque fois, je rencontre un manager, j'apprends plein de trucs parce qu'il est meilleur que moi dans un domaine. Et vraiment, les bons, enfin les meilleurs, c'est ceux qui ont ce mélange d'humilité et d'ambition. C'est-à-dire, l'humilité, ça permet de te dire, bah, t'as jamais tout compris, t'as toujours des trucs à comprendre, tu dois toujours garder cette soif de t'améliorer. Et puis cette ambition, bah, c'est de dire, c'est-à-dire que c'est l'autre trigger, c'est ce qui va permettre effectivement de pousser ton équipe à devenir meilleure. Donc j'ai pas d'archétype, j'ai pas de héros en dehors des héros du quotidien, vraiment. Et voilà. Et si les gens qui travaillent pour moi, chaque fois je suis bluffé. Je te dis aujourd'hui, mon grand plaisir, c'est quand ils me racontent, ouais, on a remporté tel marché, etc. Moi, je suis là, et je les admire. Donc, c'est magique. Je pense que c'est la base. Génial. C'est génial. Et puis, c'est vrai que je te rejoins complètement sur le fait que les rencontres qu'on fait avec ce podcast, le tien, hein, parce qu'on écoute bien sûr l'outil du manager. Bah oui, bien sûr. Et en même temps, nous, avec Équipe de Choc, les rencontres qu'on peut faire et les témoignages que nous partagent nos managers interviewés, c'est juste... c'est tellement enrichissant et tu as raison, c'est des héros. Et nous, en tout cas, en tant que jeunes managers, et je suis sûre que c'est le cas aussi de managers, on les admire, quoi. Et ça, c'est une source d'inspiration éternelle. Bah, génial. En tout cas, on vient de passer un peu plus d'une heure avec toi, Cédric. On a appris plein de choses. Je pense qu'on en ressort avec énormément d'apprentissages qui sont d'autant plus concrets, qui sont applicables dès demain, je pense. Activables, ouais. Voilà, activables très rapidement. Et je pense que ça, c'est très très puissant pour tous les gens qui nous écoutent, pour nous aussi, même si on n'est pas encore manager. mais en tout cas, c'est génial. Un grand merci à toi pour le temps que tu nous as consacré. Et puis à tous les auditeurs, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode sur le podcast Équipe de Choc. Merci à vous, j'étais ravi de la rencontre. J'adore votre dynamisme. J'adore votre titre aussi. Hein, génial, c'est gentil. Je trouve ça génial. Je trouve que on parle quelquefois de Dream Team, mais avec Équipe de Choc, je trouve ça encore plus marquant. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Continuez, je trouve ça génial. Et puis vraiment, ça fait plaisir. Eh ben merci, ça nous touche beaucoup. À une prochaine. Merci beaucoup, Cédric, et à très très vite. Merci. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment 2 choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site
www.outils du manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outildumanager.com. À bientôt, au revoir.